Speed Radio consacre ses programmes au Festival of d'Avignon du 29 juin au 21 juillet en direct de la station by Namas Trio. Denise, ils sont prêts. Bonsoir à tous, on se retrouve pour l'émission secrète de Denise Jardinière et aujourd'hui j'ai tout bousculé. Voilà, je bouscule l'émission car j'ai une invitée exceptionnelle. Il s'agit de Pierrette Dupoyer. Bonsoir Pierrette. Bonsoir. Avant de commencer l'entretien, il me faut rappeler aux auditeurs qu'ils peuvent gagner un iPhone 15. Et c'est pas rien, un iPhone 15. Il suffit pour cela qu'ils répondent à une question qui est la suivante. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à donner ? 1. 3 coups. 2. 9 coups. Il suffit d'envoyer 1 ou 2 au 7 14 15 par SMS et le tirage au sort aura lieu le 21 juillet à 20h. Voilà, bonsoir Pierrette. Alors, on ne se connaît pas. Non. On ne se connaît pas. Je vous découvre, j'ai entendu parler de vous. Vous êtes une figure du festival et il y a quelques mots là que je viens de découvrir. Je les lis. Elle a fait une terre d'élection de tout ce qui est en marche, ce qui frissonne, bouleverse, rapproche. Elle voit le théâtre comme une pierre à déposer dans l'édifice de la fraternité. Ah, ça c'est une belle entrée en matière pour ce dimanche 7 juillet. Donc, Pierrette Dupoyer, vous avez 2 spectacles là pour ce festival. On peut peut-être commencer par parler de ces 2 spectacles. Tout à fait. Il y a d'abord Les Parias chez Victor Hugo, Oui. qui est un spectacle qui tourne déjà depuis plusieurs années. Ah oui, tout à fait. J'ai fêté la 202e avant-hier. 202e, ah oui, effectivement. Et alors, qu'est-ce que c'est, Les Parias ? Alors en fait, j'ai repris l'œuvre de Hugo en revisitant certains de ses personnages, les laissés pour compte, les exclus, et essayer de voir s'il y avait une passerelle avec les exclus de notre époque. Et curieusement, ça n'a guère changé. En tout cas, le regard des gens sur les exclus n'a pas beaucoup changé. Et je lis sur scène un texte que Victor Hugo a dit à l'Assemblée, quand même, c'est pas rien. Hein. Et ça date de juillet 1849, où il s'insurge parce qu'un homme est mort de faim en plein cœur de Paris. Et il dit, mais c'est insupportable. Enfin, nos dirigeants ne doivent pas supporter ça. On est un pays civilisé, etc., etc. S'il n'y avait pas les Restos du Cœur, je ne sais pas combien de gens mourraient de faim dans Paris l'hiver quand il fait froid, mais je pense qu'il y en aurait plusieurs. Donc voilà, donc c'est un texte magnifique qu'il avait dit. Et à partir de là, j'ai repris donc Jean Valjean, donc celui qui a fait 20 ans de prison, qui est sorti et qui a fait la belle rencontre, puisqu'un homme lui a pardonné le vol qu'il fait. Et puis son équivalent, Claude Gueux, qui est un homme qui a aussi fait de la prison, parce qu'il avait volé un pain, parce qu'il avait faim, mais qui lui décide de tuer le directeur de la prison, qu'il trouve trop sévère. Et là, en fait, il y a un questionnement, parce que on voit que la rencontre avec quelqu'un de bon vous rend bon, et quelqu'un de pernicieux vous tire vers le bas. Donc ces 2 exemples sont 2 hommes qui ont été enfermés pour la même chose, mais dont a eu la chance de croiser un regard de bonté, et l'autre, malheureusement, un sadique. Et puis, il y a Fantine. Alors, Fantine, eh bien, c'est toutes les femmes, donc c'est incroyablement moderne aussi pour l'époque. Fantine, finalement, elle est toute seule avec son enfant, puisque j'allais dire le coupable, enfin, disons, le père est parti, et elle essaye de s'en sortir toute seule. Elle pense qu'elle va y arriver, mais la société ne l'aide pas, et elle travaille, mais elle est dénoncée comme fille-mère. Alors maintenant, les choses ont changé, mais il n'y a pas si longtemps, hein, voilà, être fille-mère, mère célibataire, on dit maintenant, mais enfin à l'époque on disait fille-mère, on les envoyait discrètement chez les bonnes sœurs et puis elles avortaient. Moi quand j'étais ado, j'ai entendu parler de ça souvent, donc c'est pas si vieux que ça finalement. Donc elle essaye de s'en sortir, à nouveau elle est désespérée, et puis elle rencontre le fameux homme Jean Valjean, qui va la sauver. Mais Jean Valjean la sauve parce que lui, on l'a sauvé. Donc la chaîne de la fraternité s'installe sur scène. Et on comprend qu'en fait, tout a un sens, tout a un début, mais que tout peut changer en permanence. Il faut être en éveil, et comme je le dis, et comme Hugo le dit à sa manière, même au creux de l'enfer, il faut garder les yeux ouverts, parce qu'il y a forcément de la lumière qui va arriver. Si on ferme les yeux, si on s'assoit sur sa douleur, et qu'on reste recroquevillé, rien n'arrivera. Donc c'est un spectacle plein de bienveillance, de confiance, mais qui est dur aussi, parce qu'on voit la dureté de la vie, mais il y a des clés
Il y a des clés pour arriver à s'en sortir. C'est de rester debout, droit, vivant et d'être en alerte sur les autres. Il y a toujours plus malheureux que soi. Il y a toujours plus gentils à côté aussi. Il y a ceux qui sont complètement désintéressés et qui vous aident pour vous aider. Il n'y a pas que des gens intéressés, etc., etc. Donc c'est un spectacle sur l'espérance. D'accord. Et donc, comme je le répète, on ne se connaissait pas, mais vous décrivez donc ce spectacle Les Parias chez Victor Hugo. Alors, on va dire que c'est à la Luna tous les jours à 16h15. Ouais. Et je lisais ce petit texte de présentation que vous avez dans votre dossier. Évidemment, je fais le lien. Vous, Pierrette, vous êtes aussi un maillon de cette chaîne de la fraternité ? Alors oui, parce que j'ai la chance d'être libre. C'est-à-dire que j'ai dirigé une troupe pendant 7 ans et puis j'ai voulu très vite prendre à bras le corps des sujets qui m'intéressaient, des thèmes auxquels je croyais, des valeurs à défendre ou des personnages qui avaient été des phares pour moi et pour bien d'autres. Donc en fait, maintenant je suis libre. Je refuse, je n'ai pas d'attaché de presse, je n'ai pas d'impresario, je n'en veux pas, je n'en cherche pas, je n'ai pas de subvention, je n'ai pas de mécène, je n'en veux pas. Je veux construire seul mes spectacles, je conçois la musique, je conçois la mise en scène, je fais le décor, je fais les accessoires, je colle même mes affiches dans les rues à Avignon, enfin je fais un qu'à Avignon quand même. Et en fait, quand on me voit, on sait qui je suis. Je veux dire, je ne fais pas du théâtre pour me cacher, je fais pour alerter, pour mettre en éveil. Et j'ai toujours fait ça. C'est mon 41e festival. Et le tout premier spectacle que j'ai fait ici parlait déjà, c'était une femme qui avait tué un homme. Et en fait, ça parlait déjà du regard qu'on peut porter sur l'autre. Est-ce qu'on ne juge pas trop hâtivement ? Est-ce qu'on ne pourrait pas de temps en temps se mettre à la place de l'autre ? Tout simplement, quelques secondes suffisent des fois pour mieux le comprendre et cesser de l'accuser. Donc tous mes spectacles tournent autour des thèmes forts ou de grands personnages. Alors ça peut être Marie Curie, c'est Alexandra David-Néel, c'est l'affaire Dreyfus. Et je joue les hommes comme les femmes. J'ai fait Léonard de Vinci. Je le suis d'ailleurs, Vinci, tous les hivers au château du Clos Lucé. Les propriétaires du château Lucé m'ont fait l'honneur de me baptiser Léonard de Vinci. Donc les vacances de Noël, c'est moi qui fais visiter le château du Clos Lucé en Léonard de Vinci, en français, en italien. Donc pour vous dire que j'endosse en fait toutes les carapaces, peu importe, mais avec cette lumière que vous avez sentie, pour que les gens sortent avec quelque chose. Moi, quand je vais au spectacle, je veux qu'on parle à ma tête, à mon cœur ou à mon ventre. Je ne veux pas ressortir indemne. Alors, on peut me faire rire, on peut me faire pleurer, frissonner. Je ne veux pas, au bout d'une heure, 1h15, 1h30 de spectacle, me dire « mais j'aurais bien fait de dormir, j'aurais bien fait d'écrire aux gens que j'aime. » Je manque de temps en permanence. Moi, la seule chose qui me manque, c'est le temps. C'est la seule chose qui me manque. Et finalement, on donne rendez-vous à un public. Alors ici, à Avignon, ce qu'il y a de génial, et puis 40 ans, je le vérifie, c'est qu'on le voit dans les yeux. Je vous assure, quand on joue à Paris, on joue souvent en soirée, 80% on joue en soirée, les gens partent, ils sont pressés, ils prennent le métro, seules les personnes qui vous attendent, c'est les copains pour aller manger au resto. Mais vous n'avez jamais leur avis en direct. Ici, moi je circule dans les rues, on m'interpelle. Là, en venant à la radio, il y a des gens qui sont en train de manger en terrasse qui m'ont dit « Ah, on vous a vu dans Braille, ah là 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 là, mais elle était comme ça vraiment, sa mère, etc. » Donc cette vertu aussi de ce festival, je suis une VRP du Festival d'Avignon, j'en parle partout dans le monde, c'est qu'on voit le public dans les yeux. Et il ose vous parler. Vous n'êtes plus, vous n'êtes plus sur un piédestal. Il est un de chez vous et un de chez eux. Et moi, les gens m'écrivent toute l'année. J'ai beaucoup de femmes qui m'écrivent, parce que quand je traite, évidemment, plein de sujets un peu délicats, j'ai fait les femmes battues il y a 3 ans, par exemple, d'après un sujet qui ça s'appelait Acquittez-la. Le sujet, c'était cette femme qui a tué son mari et qui a été acquittée. Alors, c'est pas Jacqueline Sauvage, c'est pas Virginie Bacot, parce que Valérie Bacot, tout le monde pense à ces deux-là. Non, c'est Alexandra Lange. C'est la première fois que ça a eu lieu, ça n'a plus jamais eu lieu depuis. Elle était maltraitée par son mari et il maltraitait aussi leurs 4 enfants. Elle a été donc accusée, elle l'a tuée d'un coup de couteau alors qu'il cherchait à l'étrangler, mais lui il avait que ses mains. Il avait toutes ses mains quand même pour l'étrangler, n'est-ce pas ? Et elle l'a tué. Donc elle risquait 20 ans de prison. En plus, elle a maquillé le crime parce qu'elle a fait croire qu'il l'avait attaqué. Donc c'est 30 ans qu'elle risquait. Et l'avocat général, Luc Frémiot, a pris la parole. Donc c'est assez récent quand cette histoire. Il a pris la parole pour faire un réquisitoire. Or, dans la justice, je m'y connais un peu parce que je joue en prison depuis 32 ans aussi. Donc on aura peut-être le temps d'en parler. Oui, bien sûr. Donc l'avocat général, c'est celui que, une fois que le président a annoncé le verdict demandé, donc là c'était 20 ans, tout le monde pensait qu'il allait demander 30 ans parce qu'il représente le ministère public, l'avocat général, il parle avant les défenseurs, avant les avocats, et il annonce une peine plus grande que celle qui a été demandée. Donc il a commencé en disant on n'a pas le droit de tuer. Et plus il a raconté les événements, plus il retraçait la vie de cette femme, plus il a été pris d'émotion, d'empathie pour ce qui s'est passé, et il a fini en disant acquittez-la.
Ça ne s'est jamais vu dans le monde de la justice. Depuis, il n'est plus avocat. Hein. Ah oui. C'est-à-dire qu'il a, de sa propre autorité, il s'est retiré en disant... C'est incroyable. Ah, mais c'est incroyable. C'est-à-dire son humanité a dépassé sa fonction. Et c'est unique. Et je l'ai rencontré pendant une journée. Il est à Lyon. Il est monté à Paris pour me rencontrer parce que je fais la fin du spectacle avec son réquisitoire, qui est devenu un plaidoyer. Si bien que les 2 avocates qui avaient été choisies pour parler après ne pouvaient plus rien dire de plus fort. Donc, elles ont parlé de féminisme, de choses très abstraites. Mais c'est l'avocat général qui l'a fait acquitter. Donc, par exemple, évidemment qu'après tous les témoignages que j'ai eus, je l'ai créé ici à Avignon, donc il y a 4 ans, tous les témoignages que j'ai eus étaient encore plus bouleversants, j'allais dire, que ce que je jouais sur scène. Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est d'être en prise directe avec la réalité. Et même quand je parle de Léonard de Vinci, je crée de la difficulté de créer, d'être reconnu, parce qu'il a été maltraité en Italie. Hein. Heureusement que François Ier l'a accueilli les 3 dernières années de sa vie. Quand je parle d'autres personnages, l'affaire Dreyfus, n'en parlons pas, c'est l'erreur judiciaire à part entière. Donc j'ai fait ce spectacle sur l'erreur judiciaire. C'est donc une cause ou un personnage. Et cette année, donc, alors c'est Victor Hugo, mais c'est son exceptionnelle éternité, j'allais dire. Il est universel et intemporel, Hugo. C'est incroyable. Les textes qu'il a écrits, mais on peut les relire maintenant, il trouvait encore de la force. Il y a des gens qui sont persuadés que ce spectacle, je l'ai modifié pour la semaine des législatives. Pour l'actualité, voilà, c'est ça, pour l'actualité. Voilà, oui. J'ai dit non. Et l'autre spectacle sur Louis Braille, c'est encore un autre combat. Voilà, donc ça, c'est votre autre spectacle pour cette Avignon 2024. Louis Braille, Au-delà des yeux clos. Donc là, on est au théâtre du Buffon. Oui. À 11h30, tous les matins. Et là, ma foi, tout le monde, il faut poser la question dans la rue, tout le monde s'est dit, ah oui, le Braille, c'est l'écriture pour aveugles. Mais les gens s'arrêtent là. Mais c'est quoi Braille? C'est qui Braille? Qui a inventé le Braille? Personne ne sait. Il se trouve que moi, donc, j'ai la chance, oui, parce que c'est une chance, d'avoir quelques amis aveugles. Et l'un est décédé il y a 2 ans. Il était comédien. Donc, en fait, on était devenus amis. Pour moi, il était comédien. Je ne pensais même plus qu'il était aveugle, tellement il était comédien. Et il avait failli se suicider parce qu'il est devenu aveugle à 23 ans, brutalement. On n'a jamais compris ce qui s'était passé. Et il me dit, j'ai voulu me suicider, mais finalement, j'ai entendu dire que le texte de Rimbaud, qui s'appelle La lettre du voyant, existait en braille. Donc, il se l'est fait livrer. Il a monté le spectacle. Alors, je ne le connaissais pas encore à ce moment-là. Hein. Il a monté le spectacle. Il l'a joué sur scène. Alors, bien après, je suis allée le voir. Et c'était complètement édifiant. Parce que, en plus, comme sa cécité était très particulière, il n'avait pas les yeux qui tournaient. Il avait un regard bleu extraordinaire, mais fixe. Mais les gens qui ne savaient pas qu'il était aveugle, quand ils le voyaient sur scène, pouvaient ne pas le savoir. Ah oui, d'accord. À tel point, il se guidait. Alors, il avait un système, il avait un labyrinthe de fil nylon sur le plateau scénique et il jouait les chevilles nues. Donc, en fait, il se guidait par les pieds. C'était extraordinaire. Donc, on est devenus très, très amis. Et puis, il y a 2 ans, il est décédé. Et quand il est mort, je me suis dit, mais au fait, le braille, Rimbaud, traduit en braille, lui a sauvé la vie. Au fait, le braille, mais qui a inventé le braille? Et j'ai commencé à m'informer. Et j'ai appris que Louis Braille avait vécu très près de Paris. J'y suis allée, j'ai retrouvé sa maison natale et sa tombe. Et sur sa tombe, on lui a coupé les mains. Et dans un coffret, il y a les mains de Louis Braille. Alors, c'est une histoire incroyable. Alors là, j'ai commencé à chercher, à fouiller, en disant, mais c'est incroyable. C'est incroyable, et oui. Incroyable. Ses mains dans un coffret, c'est-à-dire... Dans un coffret en marbre sur sa tombe. D'accord. Son corps est au Panthéon. D'accord. Et quand on a voulu le transporter au Panthéon, bon, évidemment, longtemps après sa mort, le maire du petit village de Coupvray, c'est un petit village en Seine-et-Marne, le petit village n'a pas voulu le laisser partir au Panthéon. Le maire a dit, ah ben non, il est célèbre, on le garde. Et il dit, écoutez, monsieur, vous êtes gentil, mais enfin... Non, alors, nous, on garde les mains, coupez-lui les mains. Et ils ont gardé les mains. Donc, je suis allée voir ça, je ne croyais pas, quoi. Ouais. Et puis, j'ai découvert la vie de ce gamin qui devient aveugle donc à 5 ans. Alors, personne n'est capable de dire s'il était aveugle de naissance ou si, bon, aveugle à 5 ans. Et joyeux, toujours joyeux, qui a juste mis dans sa tête le fait qu'il voulait lire des histoires tout seul, parce que sa mère lui en lisait, et il voulait être capable un jour de lire des histoires. Alors, je ne vais pas vous faire le spectacle, là, évidemment, à l'antenne, mais on le suit. Et on voit qu'en fait, sa mère, qui était à la campagne, avec son maire, ils n'avaient rien à leur disposition pour l'aider comme aveugle. On n'aidait pas les aveugles, ils mendiaient. Il y avait un aveugle dans un village à côté, ben, il mendiait devant l'église, c'était tout. Il n'y avait pas d'école pour eux, ça n'existait pas. Donc, ils ont eu l'idée quand même de demander à l'instituteur de le prendre au fond de la classe et qu'il écoute, qu'il écoute ce que les autres disaient, quoi. Enfin, et il est tellement intelligent qu'il devient premier de sa classe, entre 5 et 10 ans. Et qu'à 10 ans, le maire du village dit il faut l'envoyer à Paris, il y a un institut des aveugles, je payerai ses études jusqu'à sa majorité.
Et là, il entend parler d'un système avec des petites pointes en acier, découvert par un artilleur qui avait trouvé ça pour les gens dans les sous-marins qui devaient lire les ordres mais sans les voir parce qu'il faisait sombre dans les sous-marins. D'accord. Donc il a trouvé un système avec des petits clous qui disaient à droite, à gauche. Et lui, il se dit, il y a quelque chose, mais ça suffit pas, il faut un alphabet. Tant qu'on n'aura pas d'alphabet, on ne pourra pas écrire d'histoire. On pourra juste écrire des mots qui se suivent. À 15 ans, il trouve le système. Les adultes ne le croient pas. Il jette à la poubelle son invention et il continue à chercher. Et à 16 ans et demi, il découvre le système dont des millions d'aveugles se servent maintenant. C'est 6 clous plantés dans 6 trous. Je fais la démonstration sur scène. Tout le monde est sidéré. C'est ça, le braille. 6 clous dans 6 trous. Personne n'y avait pensé avant. Avec ça, il fait tout l'alphabet. Je fais la démonstration. Et après, c'est les majuscules, la ponctuation, les notes de musique. Bon, c'est un univers incroyable. Entre-temps, il tombe malade de la tuberculose, mais il ne le dit à personne. Il veut continuer à chercher. Il veut vivre jusqu'à avoir un premier livre en relief. Et il le verra paraître. Et puis, à 43 ans, il décède. Donc, c'est tout son parcours raconté par sa mère. Sa mère et son père qui sont simplement des campagnards, des paysans, que rien ne prédisposa à avoir un fils génial, parce que c'est vraiment un génie. Donc les gens sortent de là, complètement émus. Toutes les associations, évidemment, d'aveugles ont envoyé les gens voir le spectacle. Et depuis 15 jours, j'ai l'honneur d'annoncer, c'est la première radio où je l'annonce, que mon livre est traduit en braille. C'est-à-dire que mon texte a été traduit, enfin, c'est a été formidable. publié. Voilà. Oui. Et il y a un institut en France, qui est à Toulouse, qui est le Centre d'édition et de traduction en braille, qui m'a contacté en me disant, écoutez, votre texte nous a été apporté par un spectateur qui a vu le spectacle à Avignon. Il nous a demandé si c'était possible. Alors on vous contacte, est-ce que vous êtes d'accord? Je dis, attendez, évidemment. Donc ça y est, le livre existe en braille. On peut aller à Toulouse, on peut le commander par correspondance. Donc les aveugles qui ne viennent pas entendre le spectacle, peuvent le lire en braille. D'accord. Et donc le titre du livre, c'est Louis Braille, Au-delà des yeux clos, de Pierrette Dupoyer. Okay. Voilà. Excusez-moi, je suis un peu longue parce que... Non, mais je vous écoute attentivement et ça fait du bien justement de cette passion. Cette passion fait beaucoup de bien. Le même titre que le spectacle qu'on peut retrouver au Théâtre Buffon. Voilà, ça dure 1h15, 11h30. Et alors, je me demandais, moi, si les enfants, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, est-ce que c'est pour les enfants? Alors, vous savez, au début, ils se crèvent un œil, alors, je trouve ça un peu dur. Je dis, écoutez, je l'ai écrit pour adultes. Et puis, il se trouve que quand j'ai joué à Paris, je sors un moment du théâtre et il y avait un gamin. Et je dis, mais t'étais dans la salle, ça va? Il dit, ah oui, mais je connaissais l'histoire. Et sa mère me dit, il a 9 ans, il est au CM2, il est à l'école alsacienne, et ils ont tout un trimestre sur le handicap, ils ont choisi Louis Braille. Est-ce que je peux parler de vous à la direction? L'école alsacienne m'a convoqué, m'a contacté, et donc j'ai joué devant 191 gamins entre 8, 9 et 10 ans qui étaient en CM1 et CM2, et qui étaient sidérés. Et depuis, plein d'écoles, alors plus de collèges que d'écoles primaires, mais parce que c'est réjouissant ce spectacle, c'est vivifiant. On voit ce gamin qui cherche, il démonte un piano entier, il arrive à le remonter, qui joue juste. Oh, c'est incroyable, quoi. La passion de la vie. Et on voit la mère qui suit ça, le père qui suit ça, et qui, eux, ne font que suivre, quoi. Et on lui doit ça. Hein. Et c'était en 1805, quand même. Voilà. Merci pour ce partage et pour cette passion. On va faire une petite pause musicale et on se retrouve tout juste après avec Pierrette Dupoyer. Et vous êtes toujours dans l'émission secrète de Denise Jardinière et je suis en compagnie d'une invitée exceptionnelle. Il s'agit de Pierrette Dupoyer. Je vous rappelle que vous pouvez gagner un iPhone 15 en répondant à la question suivante. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à donner? 1, 3 coups, 2, 9 coups. Il vous suffit d'envoyer 1 ou 2 au 7 14 15 par SMS et le tirage au sort aura lieu le 21 juillet à 20h. Pierrette Dupoyer, on en parlait pendant la pause musicale, la prison. Oui. Vous allez jouer dans les prisons régulièrement, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et vous venez de me faire l'aveu que c'est le seul contexte où vous jouiez gratuitement. Absolument, parce que je ne veux pas qu'un directeur puisse me dire on n'a pas de budget. Alors si à lui je lui dis par exemple c'est gratuit puis qu'après je vais demander 300 € ou peu importe la somme, c'est pas possible. Donc je joue gratuitement. Si bien que quand un directeur me refuse l'accès à sa prison, j'écris au garde des Sceaux immédiatement, quel qu'il soit et quel que soit le gouvernement. Il y a eu 5 gouvernements depuis que je fais ce travail en prison, grâce à la maman de Maxime Le Forestier, le chanteur, qui elle avait initialisé la musique en prison. D'accord, avec Moustaki, avec Reggiani et son fils, Maxime Le Forestier. Mais il n'y avait pas de théâtre en prison. Elle a vu un spectacle que je faisais sur la peine de mort, enfin bref. Donc,
En fait, quand un directeur de prison me dit non, écoutez, ne venez pas, donc j'écris au garde des Sceaux, écoutez, je ne comprends pas, je n'arrive pas à jouer dans cette prison, or j'ai joué dans telle prison, je donne. Et du coup, il y a des enquêtes. Eh bien, les 2 fois où vraiment on m'a refusé d'aller en prison, c'était Poissy et Bois d'Arcy. Les enquêtes ont prouvé qu'au niveau de la direction, il y avait des malversations, qu'il y avait des filles qui finissaient au mitard, qui ne devaient pas y être, etc., etc. Alors, je n'étais pas la seule plainte, je n'étais pas le seul alerte. Je veux dire, il y avait eu des plaintes précédentes, mais ça a été le coup qui a tout clenché. Et en prison, je fais les hommes, les femmes, les centrales, les maisons d'arrêt, les centres pénitentiaires en France, enfin en métropole et dans les dom-toms. Et qu'est-ce que vous proposez comme texte, comme très pièce? intéressant. Moi, au début, j'étais assez timide. Donc, je proposais Maupassant, des contes de Maupassant, je posais, etc. Et puis, en fait, la maman de Maxime Le Forestier m'a dit non, on prend des thèmes plus... Prends le spectacle que tu as fait sur la peine de mort. Et je dis OK. Donc, la prison des femmes de Rennes, il n'y en avait qu'une en France à l'époque, il y avait 400 femmes. Je suis partie jouer là-bas. Et quel que soit le spectacle que je joue, je peux vous dire qu'il y a une émotion qui est à vif, bien sûr. Alors, j'envoie le texte au directeur de la prison pour qu'il le lise, d'abord. D'accord, oui. Et puis, je ne veux pas qu'il y ait de censure. Donc, ou il accepte que je vienne, ou je ne viens pas. Je veux absolument pouvoir dire à la fin au détenu, ce que vous avez entendu, c'est exactement ce que j'ai joué avant-hier sur scène, à Paris, ou à Lourdes, etc. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que le temps d'un spectacle, il y a une charge d'émotion énorme. On n'a pas le droit d'éteindre, ça ne se passe pas dans le noir. Alors que quand on joue au théâtre, le public il est dans le noir. En principe, on ne le voit pas, sauf si vous jouez en plein air. Moi, je ne joue jamais en plein air. Et là, vous les voyez. Parce que vous n'avez pas le droit d'avoir tout est le néon. On peut pas mettre le noir. Non. Alors, moi, je triche un peu en demandant quand même 2 projecteurs qu'on puisse brancher pour isoler un peu la scène, mais qui ne sont pas nécessaires pour la lumière. Tout est illuminé. D'accord. Et puis, il y a donc des matons, enfin, on n'a plus le droit de dire des gardiens, donc des surveillants qui sont là et puis qui surveillent, etc. Ils n'ont pas le droit de m'approcher, enfin bon. Mais il y a une charge émotionnelle énorme. Et quand je pars, d'abord, il y a un débat après, et quand je pars, je laisse un livre, chaque fois un livre. Alors, même si... ça va peut-être faire rire vos auditeurs, mais je cite souvent, parce que moi ça me fait rire aussi, mais c'est assez évident, le livre le plus connu, le plus lu en prison, dans toutes les prisons que j'ai faites, c'est le Code civil. Parce que dès qu'un détenu en prison, il lit comment il peut s'en sortir et qu'est-ce qui peut être plaidé pour sa cause. Okay. Bon, ça c'est amusant. Logique. Mais je laisse Victor Hugo, Rimbaud, enfin je laisse plein de choses. Et en fait, c'est un univers qui devrait être plus connu de chacun. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Hein. Alors, il n'y a pas que des erreurs judiciaires en prison. Heureusement, j'ai travaillé sur l'affaire Dreyfus, je sais bien ce que c'est qu'une erreur judiciaire. Mais il faut savoir ce qui s'y passe. Et dans mon spectacle sur Victor Hugo, d'ailleurs, Victor Hugo dit à un moment, finalement, si la prison n'était que la privation de liberté, on pourrait l'accepter, même le détenu. Après tout, il a fauté, il a été jugé, il a été condamné, il a payé la dette, c'est bon. Mais la prison, c'est tout le reste. C'est tout le reste, et c'est le reste qui vous détruit. C'est pas la justification de la peine, c'est le reste auquel vous n'êtes pas préparé. Alors c'est la surpopulation, c'est tout ce qu'on peut imaginer, bien sûr. Donc oui, je joue en prison. Comme je joue dans des pays en guerre, alors ça surprend les gens des fois, dans des pays très défavorisés. Là, je suis parti au Bangladesh, je suis parti en Haïti quand il y avait les émeutes, je suis parti au Liban 7 fois pendant la guerre, notamment. Pourquoi ? Parce que dans un pays en guerre, dans un pays très faible économiquement, il y a des gens. Et les gens, pourquoi ils seraient privés en plus d'émotions, de contact, de fraternité, il faut leur apporter ça. La culture, c'est ce qui reste. Quand les hommes commencent à se battre entre eux, je me souviens en Rwanda, avec les Tutsis et les Hutus qui s'entretuaient. J'étais marraine d'une troupe parce que je travaille donc pour les affaires étrangères depuis près de 40 ans. Et voilà, c'est ce qui a expliqué tous vos voyages. Enfin, voilà. on va en parler, parce que c'est vraiment extraordinaire le nombre de pays dans lesquels vous avez joué. Voilà. Alors je joue sur les 5 continents, du Vietnam aux États-Unis, partout, mais je suis spécialiste de la cellule de crise du Quai d'Orsay, c'est-à-dire les endroits où il y a la guerre, où il y a des conflits. Parce que l'arrivée d'un spectacle français, avec les valeurs qui sont les nôtres quand même, de liberté, d'égalité, de fraternité, ça crée un électrochoc. Donc, alors j'ai un garde du corps souvent, je suis en voiture blindée, etc. Parce que bon, il peut toujours avoir des risques de prise d'otage ou d'attentat. J'ai échappé à 2 attentats, mais je continue à y aller. Et au Liban, après effectivement 15 ans de guerre, tout à coup, réouverture du théâtre de Beyrouth. Et on m'envoie là-bas. Donc le jour de la répétition, une voiture explose. Enfin bon, il y a tout ça. Mais
j'arrive avec un texte et les gens viennent. Et les gens, on se souffle. Ils disent plus bravo, ils disent merci. Parce qu'ils ont été privés de ça. Il y en a qui sont nés pendant la guerre, ils sont adolescents, ils n'ont jamais vu un spectacle de leur vie. Ils ont passé leur bac après dans des caves avec une bougie, une lampe à pétrole, quoi, parce qu'il y avait sans arrêt des alertes. Bien sûr. Et beaucoup plus récemment, donc je parle du Rwanda, parce que Rwanda, il y avait les Tutsis et les Hutus. Alors vous avez peut-être entendu parler de ça. Les Tutsis, pour aller vite, c'est plutôt ceux qui vont à l'école, les intellos, qui ont des postes clés. Et puis les Hutus, c'est plutôt la campagne. Je caricature, hein, excusez-moi, mais c'est un petit peu ça quand même. Et j'étais allée souvent, j'avais créé une troupe de théâtre, l'ambassade de France à Kigali m'invitait, je faisais Boutaré, etc. J'étais très amie. Et dans ma troupe de théâtre, j'avais des Tutsis et des Hutus. Et les événements arrivent, terribles, une exaction. Les deux chefs d'État du Rwanda et du Burundi, qui sont deux pays frères où les ethnies sont inversées, c'est-à-dire un pays où il y a plus de Tutsis que de Hutus et l'autre à côté. Bon. Mais c'est un pays qui a été coupé en deux artificiellement. Donc tout ça, ils sont tous cousins, ils sont tous beaux-frères, ils sont tous, etc. L'avion où il y avait les deux chefs d'État subit un attentat, les deux chefs d'État meurent. Et dans la nuit, la guerre est déclarée par une radio haineuse qui s'appelait la radio des 1000 collines, dans laquelle je suis venue parler de sincérité avec une garde armée, je ne vous raconte pas. Et donc les Tutsis et les Hutus s'entretuent, ceux qui étaient les voisins de palier, enfin c'était incroyable. Donc l'ambassade de France m'appelle, allez là-bas, puisque vous étiez un symbole de ralliement entre Tutsis et Hutus, dans votre troupe il y avait ça. Donc j'arrive, le problème c'est que voilà, moi je voulais que les Tutsis et les Hutus viennent, mais comment faire ? Comment faire pour les prévenir ? Il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien. Tout est sur groupe électrogène. Mais il y a la radio des 1000 collines. Sauf que c'est la radio qui dit « allez tuer les Tutsis », qui encourage les Hutus à aller tuer les Tutsis. Donc je viens avec l'ambassade de France, le chef du protocole, et le chef donc, qui parlait kinyarwandais, mais qui comprenait le français, dit à l'ambassadeur « elle n'a pas le droit de dire ni Tutsi ni Hutu ». Ah, de prononcer ces deux mots-là. Voilà, absolument. Waouh. Alors je lui ai dit, bon, et moi je voulais que tout le monde vienne. Mais du coup, donc je commence à parler, j'avais que 6 minutes d'autorisation, il y avait tout le monde qui écoutait. Et je dis, voilà, alors tout le monde écoute dans un pays en guerre. Pourquoi ? Parce qu'il y a des transistors avec des piles. C'est comme à l'île de la Réunion ou à Maurice, quand il y a des orages qui arrivent et puis tout à coup des cataclysmes, tout le monde se jette sur son poste de radio puisqu'il n'y a plus d'électricité. Donc là, tout le pays écoutait sur le poste de radio. Et là, je dis, écoutez, voilà, c'est Pierrette, il y en a qui me connaissent, etc. Et d'un seul coup, j'ai une idée. Parce que tous les Tutsis ont des prénoms à consonance belge et tous les Hutus ont des prénoms à consonance africaine. Donc je dis, voilà, je vous connais, je vous attends tous, hein, Raphaël, Wabeda, et je commence à mélanger les prénoms. Et tout à coup, ils comprennent que je suis en train d'appeler les deux ethnies, y compris les Tutsis. Donc ils me font signe d'arrêter, je dis, voilà, à bientôt tous. J'avais des Tutsis et des Hutus qui sont venus. Incroyable. Qui ont bravé le couvre-feu. Et quand ils sont arrivés dans la salle, j'ai joué dans la salle de l'ambassade de France, il n'y a pas de grand théâtre à Kigali, alors ils arrivaient. Et évidemment, ils voulaient rester ensemble. Et on disait, ah non, attendez, vous placez par ordre d'arrivée, voilà, il y avait quelqu'un qui les plaçait. Alors il y avait 2 Tutsis, 3 Hutus, 4 Tutsis, 50 Hutus, alors qu'ils auraient mettre un bloc Hutu. Non, non, c'est un symbole de fraternité. La comédienne ne jouera que si vous acceptez, au fur et à mesure que vous arrivez, de vous placer comme ça. Donc j'ai joué. Et à la fin, je ne suis même pas sortie après avoir salué parce que je voulais leur dire salut. J'ai dit, écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Plein de vous me connaissent. Vous avez tous réagi aux mêmes endroits, au même moment. N'écoutez pas ceux qui vous disent que vous êtes ennemis, vous êtes frères. Alors, bon, il y a plein qui ont applaudi, il y en a qui pleuraient. Je ne sais pas ce qu'ils sont repartis faire parce qu'ils ont déposé leur machette au vestiaire. Hein, parce que, d'habitude, on dépose son manteau, là, ils déposaient leur machette parce qu'ils s'entretuaient. Évidemment qu'il y a encore eu des exactions. Mais savoir ce que l'on sème dans ces pays-là, on sème des choses. En Haïti, j'ai sémé des choses. Au Bangladesh, quand ils ont su que je parlais de la misère, mais le peu qu'ils avaient, ils avaient 3 roupies. Ils ont mis leurs plus beaux habits, alors qu'il y avait des cataclysmes de boue qui étaient arrivés 3 semaines avant pour venir écouter. Et une chose que je vais vous préciser qui est très importante, c'est que dans ces pays-là, quand je suis revenue en France, je fais un compte-rendu au Quai d'Orsay pour dire comment ça s'est passé. Ah, d'accord. Et voilà. Et dans mon compte-rendu, j'avais dit qu'il y avait un prix en roupies d'entrée. Et le délégué me dit, enfin, comment l'ambassade de France aurait dû offrir le spectacle, le spectateur ? Je dis, non, monsieur, vous n'êtes pas allé là-bas, ça. Moi, je vais vous expliquer. Il a fait exactement ce qu'il fallait faire. Il fallait un prix, parce qu'ils ont payé comme à Paris. Ils ont payé 1 roupie. N'importe quel clochard pouvait se le payer. Par contre, l'ambassade de France avait fait un programme en papier glacé, avec des photos de Victor Hugo, avec ma photo, tout ça en couleur. Un programme digne de l'opéra Bastille à Paris, qui coûterait 35 €. Et là, le programme était offert.
Et ça, c'est des choses qu'on ne peut vivre que dans le pays. De loin, on se dit, Bien ah ben sûr. non, faut les inviter, ils sont pauvres. Non, ne les invitez pas parce qu'ils sont pauvres. Respectez leur dignité, faites un prix qu'ils puissent aborder et offrez-leur à côté quelque chose qui ne les humilie pas. Parce que t'es pauvre, tu payes pas, non. La gratuité, c'est très délicat à procéder. Et moi qui circule dans des pays pauvres, ils n'aiment pas la gratuité, les pauvres. Ils n'aiment pas ça. Ils aiment l'échange, tu me donnes, je te donne, mais donner juste pour donner parce que vous êtes plus bas, plus pauvre que l'autre, plus déshérité, ça leur plaît pas. Et leur dignité, elle passe par là. Donc j'ai appris beaucoup de choses en tournant partout dans le monde, partout. Je vais dans tous les... Je suis à l'île de Pâques. Mais oui, mais c'est incroyable. Là, je vois tous les pays là, qui sont listés. Malte, Haïti, la Grèce, le Gabon, le Congo, l'Égypte, l'Écosse, la Turquie, la Hongrie, le Burundi, le Rwanda, la Pologne, les îles Fidji, la Jordanie. On ne va pas tous les citer, mais vous avez fait le tour du monde. Oui, alors il m'en manque encore quelques-uns. J'ai pas fait le Japon, par exemple. Mais ok. voilà, mais j'ai fait l'île de Pâques, donc j'ai fait le Chili, j'ai fait l'Ouzbékistan, j'ai fait le Tadjikistan. Enfin bon. Et puis bon, j'ai refusé d'aller en Afrique du Sud parce qu'il y avait encore l'apartheid et qu'on m'a dit mais vous inquiétez pas, ce sera pas dangereux, vous jouerez pour les blancs. Je dis mais c'est pour ça que je viens pas, justement, excusez-moi, je viendrai quand l'apartheid sera fini. Bon, c'est un peu compliqué encore parce que c'est pas complètement limpide, malheureusement les fonctions pour y jouer, mais j'ai refusé de jouer en Irak quand il y avait Saddam Hussein parce que j'aurais été forcément cautionnée. Parce que des fois, on me dit, mais t'as joué en Roumanie, alors Ceausescu, c'est lui qui t'a invité. Je dis non, c'est l'ambassade de France qui m'a invité. Donc, les gens sont venus, j'étais l'invité de l'ambassade de France, donc ils ne pouvaient rien faire, parce que je jouais dans le sein de l'ambassade de France. Donc les Roumains ont le droit de venir. Je ne veux pas être dans un pays où il y a un dictateur. Par exemple, en Pologne, je suis allé, il y avait Jaruzelski, mais c'est l'ambassade de France qui m'a invité. Je ne veux pas être l'invité d'un dictateur. Donc chaque fois que c'est soi-disant le directeur qui m'invitait, je refusais d'y aller. Voilà. Et quand l'ambassade m'invitait, évidemment, et les gens du pays venaient me dire merci. Et je me souviens en Serbie, j'avais la fille de Milosevic dans la salle. Et c'est elle qui dirigeait la seule chaîne de télévision. Et elle voulait absolument m'interviewer et prendre un extrait du spectacle. Je jouais Giono sur la fraternité à nouveau. Et je dis, écoutez, il y avait un traducteur, je dis, écoutez, dites-lui qu'elle va mettre de la lumière, ça va. Non, je lui ferai un extrait pour elle après. Elle dit, oh, merci beaucoup. Évidemment, j'ai choisi un extrait extraordinaire où un homme va être tué par un groupe. Giono, c'était un grand pacifiste. Il y a un homme dans un village et ils sont tous violents contre lui et ils veulent l'éliminer. Et lui, il en sort un du groupe. Il dit, le groupe, je ne pourrais pas leur parler. Je suis un peu vieux et puis ils sont trop nombreux. Mais j'en prends un. J'arrive à en convaincre un. Il en prend un et il lui dit, regarde autour de nous. Il y a 10 trous, 100 trous que nous avons fait, nous, dans de la chair vivante. Mais il faut arrêter ça. Alors, en pleine Serbie, quand il y avait la guerre. Donc, c'est cet extrait que je lui ai joué et qu'elle a été obligée de filmer. Et là, évidemment, à nouveau, je n'étais pas l'invité de Milosevic, c'est l'ambassade de France à Belgrade, mais tous les Serbes étaient là. Et il y en a qui sont venus pleurer dans ma loge en disant, mais dites aux Français qu'on n'est pas ceux qui croient. Pour eux, il y a les gentils bosniaques, puis les méchants Serbes. C'est pas comme ça, je dis, rassurez-vous, tout le monde ne pense pas forcément ça. Mais quand même, tout ce qu'on entend arriver de l'étranger, ça ne dis, vous inquiétez pas, je porterai la parole. Donc, je suis une sorte de diplomate. Mais oui, à ma c'est ce que je me manière. disais, c'est vraiment un rôle d'ambassadeur, d'ambassadrice que vous êtes. Et on fait une petite pause musicale, on revient juste après. Ok. Speed Radio consacre ses programmes au Festival of d'Avignon du 29 juin au 21 juillet en direct de la station by Namas Trio. Et vous êtes toujours dans l'émission secrète de Denise Jardinière. Je suis toujours en compagnie d'une invitée exceptionnelle, vraiment exceptionnelle. C'est Pierrette Dupoyer. Je vous écoute, je vous rencontre et j'apprends des tas de choses. Je pense qu'on pourrait faire 10 émissions, 15 émissions, 20 émissions. Avec joie. Il faudrait faire ça tous les jours. Il me faut rappeler aux auditeurs qu'ils peuvent gagner un iPhone 15. Et pour cela, il suffit de répondre à la question suivante. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à donner ? 1. 3 coups. 2. 9 coups. Il suffit d'envoyer 1 ou 2 au 7 14 15 par SMS et le tirage au sort aura lieu le 21 juillet à 20h, le dernier jour du Festival Off d'Avignon 2024. Alors Pierrette, on en parlait pendant la pause musicale. Il y a eu tous ces voyages et si il y avait comme ça, on peut pas... allez, un souvenir comme ça, le premier d'un pays qui vous vient là comme ça ce soir? Alors, je dirais l'île de Pâques, parce que l'île de Pâques, il n'y a jamais eu de spectacle français, et que j'ai débarqué, que j'ai joué devant les Moailles, devant ces statues incroyables. Mais souvent, on me demande, attendez, les 70 pays où vous êtes allés, les États-Unis, bref, partout, le Cambodge, quel est votre pays préféré? Il y en a bien un. Et je réponds tout de suite, mais la France. Mais la France.
Parce qu'il y a des pays idylliques, paradisiaques, en apparence. Mais la France, on peut encore y parler, on peut y écrire, on peut publier. Et je vais vous dire que j'ai eu un exemple incroyable. J'étais en Ouzbékistan il y a très peu de temps et j'étais l'invité du Théâtre National à Tachkent. Et donc, je joue là-bas et le directeur me fait dire qu'il aimerait me parler. Donc, il me parle et il me dit « Racontez-moi, Avignon, c'est quoi ?» Je dis « Écoutez, c'est un lieu, il y a 1000 spectacles. » Il me dit « Combien ?» Je dis « 1000, 1500, 1000. » Mais la police n'a jamais le temps d'aller tous les voir. Je dis, mais la police ne vient pas voir les spectacles. Mais non, vous donnez combien de temps à l'avance votre texte pour la censure? Je dis, il n'y a pas de censure. Il me dit, c'est pas possible. Les gens disent, oui, les gens disent des textes et le public vient les écouter. Il me dit, il arrive même plus, le traducteur, il n'arrive même plus à traduire. Finalement, il arrive à comprendre que Avignon, dont il avait entendu parler, ne ressemblait pas au pays dans lequel il était. Et je vais voir l'ambassadeur de France le lendemain. Je dis, écoutez, il faut l'inviter à Avignon. Sa femme, en plus, était comédienne. Bon, lui était metteur en scène et directeur du Théâtre National, quand même. Et donc, je le fais... Alors, je joue là-bas, à Tachkent, et je le fais venir à Avignon. On lui paye son voyage. Je le fais inviter dans plein d'endroits. Quand il arrive à Avignon le premier jour, il était en larmes, désespéré de voir cette liberté de ton qu'on a encore en France. Nous sommes le 7 juillet 2024, je le précise quand même. Il n'est pas encore 20h. Oui. On a une liberté de ton. Et voilà. Et cette liberté, on va la garder, on va la cultiver, quel que soit l'avenir, parce qu'il le faut. Et cet homme-là était en larmes. Et je me dis, j'aurais jamais dû le faire venir. Il va être désespéré maintenant, parce que ça ne se passera jamais dans son pays. Et alors, j'avais presque des regrets. Je ne savais pas comment faire. Et puis en fait, non, j'ai bien fait. Pourquoi ? Parce qu'il est retourné à Tachkent et c'est un héros national. Il est allé à Avignon. Il a vu qu'il y avait du théâtre vivant. Et il fait du théâtre, alors à sa manière, parce qu'ils ne sont pas payés, les comédiens là-bas. Ils ont tous 3 ou 4 métiers dans la journée. Parce que, voilà. Mais il est devenu quelque chose de formidable. Donc j'avais dirigé un stage, j'avais animé un stage là-bas. Les comédiens n'osaient pas s'exprimer. Enfin, il leur a dit, mais si, maintenant il faut. C'est-à-dire que, eh bien, ma foi, le théâtre a peut-être un peu changé là-bas, en Ouzbékistan, grâce à ce souffle qui est soufflé. Alors je vous dis, des pays magnifiques, j'en ai vu plein, l'île Maurice et tout ça. Mais je suis sûr que c'est la France. Personne ne me paye pour dire ça, mais c'est la France. Alors bien sûr, il y a bien de choses à changer. Mais quand on a envie de changer les choses, on peut le dire. On peut dire qu'on a envie de les changer. Il y a des endroits, parler dans la rue. Je me souviens, au Vietnam, j'y suis arrivée, il y avait encore une chape de plomb. Ceux qui parlaient à un étranger dans la rue risquaient 5 ans de prison quand même. Donc les gens étaient très très timides. Il vous passait à côté en disant « Good morning », vous parlez en anglais, et puis vous souriez, il passait très très vite. Voilà. Donc les gens ne s'imaginent pas à quel point, voilà. Il faut voyager. Merci. C'est ce que je me disais. Je me dis, mais il n'y a que vos voyages les voyages qui peuvent nous faire prendre conscience de cette chose-là. Oui. Et merci à vous de partager tout ça. Alors, encore une fois, votre rôle d'ambassadrice, il fonctionne dans les deux sens et tout ce que vous propagez à travers le monde. Alors voilà, ambassadrice et en même temps stratège, c'est-à-dire que j'ai un passeport diplomatique, c'est-à-dire que je suis aussi tenue à un devoir de réserve. Là, je parle justement très librement à votre micro, parce qu'on est à Avignon, que la radio est libre. Mais là-bas, attention, il y a des pays, il faut faire très attention à ce que vous dites, parce que tout à coup, ma parole va être « la France a dit que ». Eh oui. Voilà. Bien sûr. Et donc, on ne me fera jamais dire du mal, de toute façon, même en France, on ne me fera jamais dire du mal ouvertement alors qu'on m'interroge sur un spectacle, à ce qui ne va pas profondément dans notre pouvoir. On a des urnes, on vote, j'ai voté par procuration 2 fois, il n'y a pas de problème. On a cette liberté-là aussi. Il y a des pays où de toute façon les gens sont élus à vie. Je suis dans des pays où la personne en place était élue à vie, alors comme ça il n'y a même pas à discuter. Donc voilà, mais vous avez raison, ça apprend énormément, à condition de voyager intelligemment. De ne pas faire un voyage, alors organisé, j'ai pas envie de dire ça parce qu'il y a des personnes âgées qui ont peur de voyager tout seul, mais pas un voyage en restant à l'hôtel, en montant dans son car, non. Prenez les taxis-brousses, allez vous perdre dans les souks, osez la rencontre. Apprenez 20 mots du pays, ça suffira pour dire bonjour, comment allez-vous, je suis heureux d'être là. Et c'est la question que j'allais vous poser, vous parlez combien de langues, Fabienne ? Alors non, Pierrette, pardon. J'en parle que 3, mais de toute façon, l'ambassade de France traduit, il y a des flyers, des programmes qui sont traduits dans la langue du pays, on fait une exposition, voilà. Mais le spectacle est en français parce que les gens viennent écouter la langue française, qui est encore une langue très appréciée. Bien sûr l'anglais, les ordinateurs, mais le français, vous savez, pour eux,
le business, c'est l'anglais. L'opéra, c'est l'Italie. La philosophie, c'est l'Allemagne. Mais la poésie, le romantisme, l'écriture, le théâtre, c'est la France. C'est la France. Dans le monde entier. Il nous reste quelques minutes, on arrive déjà à la fin. Vous voyez, ça passe tellement vite. Merci du fond du cœur, Pierrette Dupoyer, d'avoir accepté l'invitation de Speed Radio. On va simplement, pour terminer cette émission, rappeler donc vos 2 spectacles à l'affiche pour cette édition 2024 du Festival d'Avignon. Les Parias chez Victor Hugo à la Luna à 16h15 et Louis Braille au-delà des yeux clos au Buffon à 11h30. Et puis il y a une édition, un texte. Oui, à la fin de chaque spectacle, on peut acheter un texte qui raconte justement toutes ces tournées que nous avons évoquées dans des pays en guerre, des pays fragilisés, dans des circonstances absolument incroyables. C'est un carnet de globe-trotteuses. Eh bien, merci beaucoup, merci à tous. Je vous souhaite une très très belle soirée, un très beau festival. Et je prends juste quelques secondes pour vous rappeler qu'il y a des QR codes qui sont cachés dans Avignon. Il suffit de les trouver, de les scanner et ils vous enverront vers un indice qui vous amènera peut-être à percer le secret de Denise Jardinière. Je vous retrouve demain pour une prochaine émission de l'émission secrète de Denise Jardinière. Encore merci Pierrette, une très très belle soirée à tous et à demain. Merci, au revoir.